Depuis 2013, j'ai eu un grand changement, un grand chamboulement dans mon travail qui au départ était surtout concentré autour de la vidéo, de la photographie. Mais en 2008 et 2010, j'ai eu deux enfants, coup sur coup. Et ces deux petits êtres ont complètement changé mon rapport au travail. La perception du travail, mon rapport au travail a été complètement chamboulé. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur la question de la mémoire, la question de la transmission. Euh, Très rapidement, en fait, j'ai opéré un espèce de renversement de mes intérêts. Donc tout ce qui était périphérique à mon travail, la cuisine, le jardinage, j'ai toujours beaucoup jardiné, j'ai toujours planté plein de choses. Et ce qui m'intéressait plus précisément, c'était vraiment de comment faire image autrement et comment travailler avec toute cette banque d'images que chacune a en lui. Hein, c'est Fabien Vallos qui parle d'une immémorialité en fait qui est stockée en chacun de nous. Euh, et en fait, pour moi, la manière d'y accéder, c'était vraiment avec les odeurs, parce que le sens de l'odorat, c'est un sens qui est indélébile. Si une odeur te marque, elle va rester imprimée en toi toute ta vie. Même si tu souffres d'Alzheimer, c'est une des mémoires qui peut aider certains patients qui ont perdu totalement l'usage de la parole à parler, parce qu'en fait, c'est très très profondément ancré. Je vais juste en prendre quelques-unes ici. Le principe, c'est ça, c'est jamais cueillir un site au complet pour que les plantes puissent se régénérer. Parce que si tu cueilles une touffe au complet, ben, l'année d'après, il n'y en a plus. Parce qu'elle n'a pas pu faire son cycle de reproduction. Ça, la mousse, c'est génial. Et j'ai fait des tests parce que selon, là, c'est de la mousse qui pousse sur des prunus, des prunelles. Donc elle n'aura pas la même odeur que si elle pousse sur un figuier ou sur un chêne. En parfumerie, on utilise... Ouais, puis là, c'est pas la même. On utilise la mousse de chêne principalement et la mousse d'arbre en fait. Ouais, il y a deux distinctions. Et quand j'ai mis le doigt sur odeur, mémoire, image, synesthésie, là je me suis engouffrée, j'ai suivi une formation de parfumeur pour pouvoir devenir autonome. En fait, j'ai pas ces problèmes de traduction. On a très peu de vocabulaire pour traduire les odeurs. On va emprunter aux autres sens, mais on va emprunter au toucher, aux couleurs, on va emprunter au visuel, à l'auditif, on va dire une odeur aiguë, on va dire une odeur qui est grave, qui est sourde. Donc c'est à la fois faire un travail de formulation, c'est à la fois faire un travail de sourçage des ingrédients pour les intégrer de manière assez simple, comme ce que j'ai fait au Dorven, où j'ai prélevé sur le lieu des matières qui ont une odeur que j'ai mis en macération dans l'alcool, que je filtre et ensuite que je mélange entre elles pour faire des parfums, des odeurs. En fait, je travaille surtout des odeurs et je veux pas que ça fasse nécessairement parfum. Donc il y a toute une subtilité à trouver en termes de dosage pour pas que ça fasse trop et que l'odeur arrive comme dans la nature, on marche et tout d'un coup il y a une odeur qui nous arrive et on dit mais il est où le tilleul? Mais en fait le tilleul on l'a dépassé depuis 20 pas. Moi en tant que plasticienne, c'est donner une forme aux odeurs et donner un contexte pour pouvoir recevoir les odeurs. Et c'est ce dialogue entre la forme plastique et les odeurs qui m'intéresse.
et comment en fait je génère un environnement qui est propice à la réception des odeurs, parce qu'on ne fait pas attention aux odeurs. C'est rare que les gens vont s'arrêter pour dire oh, tu sens bon. Les gens sont très pudiques par rapport à ça. Et donc, c'est de créer des contextes qui vont permettre de s'arrêter, de flairer, de prendre son temps, de recevoir les odeurs et de pouvoir générer des images à l'intérieur de la tête du spectateur. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est que je contrôle absolument rien. Et c'est ça qui m'intéresse énormément. Et donc, mon défi en tant que plasticienne, c'est à chaque fois de trouver des dispositifs, des matières qui puissent diffuser le parfum sur toute la durée de l'exposition, parce que le grand défi, c'est que le parfum est volatile, mais l'exposition s'inscrit dans la durée. Je suis parfumeur, mais je ne me prétends pas parfumeur pour faire des parfums de manière industrielle ou dans le marché du parfum, même si certaines de mes éditions, certains de mes projets, j'en fais des éditions pour que les parfums puissent être diffusés et portés. Donc j'aime bien l'idée de porter une œuvre d'art. Ça, c'est mon petit côté aussi militant pour faire en sorte que la formulation des parfums soit reconnue comme une œuvre de l'esprit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les parfumeurs sont considérés comme des artisans. Il y a souvent un travail in situ parce que ma première étape de travail, c'est que je me mets en situation d'écoute. Donc je rencontre les gens, j'observe le paysage, je fais des prélèvements dans le lieu, je fais des photos, je peux faire des dessins. C'est ça, à chaque fois je me mets en mode de réception et c'est jamais des traductions littérales, tu vois, c'est toujours des manières très intuitives d'associer des paroles, tu vois, comme au Dourven, j'ai rencontré des paysans, j'ai rencontré des marins pour essayer d'avoir aussi leur rapport au paysage, aux vivants, aux éléments. Et c'est des associations très libres en fait qui se font. J'ai pas une approche documentaire, c'est beaucoup plus j'ai plutôt une posture poétique en fait où je me laisse imprégner, impressionner en quelque sorte, et après ça je le ressors sous différentes formes. En fait, l'idée m'est venue, et c'est drôle parce que j'ai pu serrer la main de Jean-Claude Héléna, qui est un de mes parfumeurs préférés, si ce n'est le préféré. Et c'est en lisant ces livres que j'ai commencé à travailler. Et dans un de ses livres, il donnait des petites formules. Puis il suggérait dans son livre de faire des bouquets avec les touches et de les sentir pour voir comment le mélange s'opérait. Et du coup, j'appliquais sa méthode. Quand je commençais mes parfums, j'appliquais sa méthode toujours. C'est-à-dire que je choisissais des ingrédients, je me faisais des touches et je les sentais ensemble pour voir, ok, oui, ça c'est intéressant, sinon ça, il va falloir que j'en mette moins, j'éloignais la touche ou je les rapprochais. Puis ça me donnait des idées de proportion, en fait, pour les ingrédients. Mais petit à petit, en fait, plus ça allait, plus mes projets devenaient complexes. Et du coup, je me suis mis à coller mes touches sur le mur et à me promener d'une touche à l'autre et finalement à formuler dans l'espace. Et c'est de là que m'est venue l'idée de la chasse et d'en faire un paysage et de travailler justement la perception des odeurs dans l'espace, donc au plus proche de ce qui se passe dans la nature. Et quand je fais des parfums pour ces installations qui sont dans l'espace, je les sens toujours dans l'espace et je les parcours pour voir est-ce que les transitions sont intéressantes, qu'est-ce que ça donne aussi quand je me recule, où est-ce que vont les odeurs, qu'est-ce qu'elles font, parce que les odeurs bougent. Pour moi, c'est vrai, c'est des vrais êtres vivants, c'est des fantômes, et elles font ce qu'elles veulent, les odeurs. Si elles ont décidé de t'emmerder et d'aller dans le coin, elles vont dans le coin et il n'y a rien à faire. Donc, tu as toute ma palette, en fait. Donc, il peut y avoir aussi des macérations, comme ce que j'ai travaillé au Dourven. Voilà, ça, c'est mes petits carnets. Ça, c'est au début, le premier, tu vois, avec des formules très simples. Et plus ça va, plus ça commence à se complexifier. Je sais pas si on prend le numéro 3. Là, ça devient de plus en plus
complexe. Et en fait, à chaque fois, c'est ça, j'ai les ingrédients et je note le nombre de gouttes que je mets. Et après, en fait, je fais différentes proportions, je les ressens, puis après ça, je valide ou je dis non, oui, non, non. Et ensuite, je fais la formule en pur. Et après, en fait, une fois que c'est validé, là, je les mets au propre. Et là, je les ai ici. Ce qui fait que quand je les refais, ben, je les ai. Tu vois? Si je veux refaire l'odeur du sang, ben, c'est ici. Si je veux faire celle-ci, tu vois? Et donc, ça, c'est l'équivalent de l'olfactorium parce que dans chaque boîte, en fait, qui représente une famille, il y a des petites fioles. Et chaque fiole est un ingrédient. Voilà, donc ça, c'est tous les ingrédients de cette famille-là. Donc là, il y a toutes les familles. C'est les familles olfactives, en fait. Tu as les hespéridés qui sont les citrons, les agrumes, les aromatiques, ensuite les marins, les aldéhydés. Les marins, c'est les notes marines, tout ce qui rappelle l'océan, l'eau. Et les aldéhydés, en fait, c'est toutes c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le Chanel numéro 5, en fait. C'est ce côté métallique, fer chaud, le côté un peu pressing. En fait, les aldéhydés vont donner du montant au parfum. Ensuite, les fleuris, les verts, les fruités, épicés. Donc, tous les ingrédients sont classés selon une famille. Puis après, moi, j'ai l'équivalent de chacune des boîtes écrit. Donc, à chaque fois, j'ai le nom de mes ingrédients et à chaque fois, j'ai le marqueur odorant, ce à quoi ça me fait penser. Ce qui fait qu'après, quand je cherche, tu vois, quand je veux travailler, tu vois, comme à Cognac, j'ai travaillé sur une odeur de fleurs, mais j'ai une odeur fleurie, mais j'ai choisi que des fleurs pour lesquelles il y avait le marqueur animal ou cuir. Parce que je voulais travailler sur le devenir animal de la fleur. Donc sa métamorphose. Et comme quoi, finalement, les végétaux contiennent déjà leur devenir animal, comme la terre contient déjà son devenir végétal. Et qu'il y a ce cycle et que l'animal contient déjà son devenir terre après sa mort. Et je compose comme ça. Donc chaque feuille correspond à une boîte. Voilà. Et tu vois, je pourrais l'automatiser, me faire un moteur de recherche et travailler à l'ordinateur, mais je veux pas. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'errer aussi. Parce que des fois, en fait, quand tu es trop efficace dans ta méthode de recherche, tu peux plus te laisser surprendre. Tandis que là, quand je parcours, en fait, ah tiens, ça, j'avais pas pensé. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Tac, tac, tac. Et petit à petit, en fait, je construis comme ça. Le tapis est un peu particulier parce il est très très long. Il monte sur un portant comme s'il y avait une espèce de personne invisible qui portait le paysage. Ça, je suis partie en fait de ces figures de femmes de marins qui attendaient. Et dans cette idée d'attendre tellement que tu deviens le paysage, d'attendre tellement que tu te pétrifies.
Et sur le tapis, il va y avoir une grosse pierre que j'ai trouvée sur la plage dans laquelle il y a plein de cristaux de quartz qui sont apparents, qui sont très beaux, qui traduisent aussi, qui parlent aussi de l'activité volcanique de ce lieu en fait qui est très très particulier en fait, qui était une immense montagne qui s'est usée et en fait aujourd'hui nous on est sur le cœur de la montagne. Tout le granit, tous les quartz et tout ça, c'était ce qu'il y avait au cœur de cette montagne. De temps en temps, pour les vernissages, je propose un cocktail qui, pour moi, le cocktail, c'est un parfum à boire. Parce que c'est un amalgame, c'est un assemblage de différents ingrédients qui explosent en bouche. Donc les deux cocktails, en fait, j'ai fait des sirops à partir de plantes que j'ai prélevées sur le site. Donc il y a un sirop de fleurs de sureau, qui est un grand classique. Mais il y a aussi un sirop de Christ marine, qui est une plante condimentaire qui pousse sur les rochers. On l'appelle aussi le perce-pierre. Mais c'est pas une performance au sens d'un spectacle ou d'une représentation, mais c'est plus de faire des actions et d'être avec le public, de créer des moments d'échange et de vivre des expériences, de vivre des moments. Donc c'est des tapis en laine tuffetés à la main, donc c'est carrément des images, des paysages. Et ce que j'aime avec les tapis en laine, déjà la laine a déjà une odeur qui est une odeur animale, très chaude, très douce, un peu musquée aussi. Donc ça c'est une information que je prends en compte aussi quand je fais les parfums, parce que ça change nécessairement l'odeur, ça la transforme. Et ce qui se passe avec la laine, c'est que la laine va absorber l'odeur, et ce qui est très très beau, c'est que quand tu rentres dans l'espace, des fois tu peux sentir l'odeur, puis des fois pas du tout. Ça dépend. Mais c'est quand tu marches sur le tapis, l'odeur vient à toi, comme quand tu es dehors, où tu marches dans l'herbe et l'odeur vient à toi.